Larzac. Depuis, les ordonnances d'expropriation ont été prises en décembre 78 et janvier 79, et la Cour de cassation est venue interrompre la procédure d'expropriation pour 66 personnes, 66 propriétaires. Alors, voyant que le préfet de l'Aveyron ne poursuivait pas le processus de concertation, mais essayait probablement de le reporter jusqu'après les élections présidentielles, nous avons été contraints de notifier le jugement de la Cour de cassation auprès de l'autorité expropriante, l'armée, pour pouvoir en bénéficier et procéder à des arrangements de famille qui étaient devenus nécessaires depuis longtemps. Le préfet de l'Aveyron, dans ces conditions, était contraint de reprendre la procédure dans les 4 mois, sous peine de perdre le bénéfice de l'utilité publique. Donc il devait, avant le 1er décembre, rendre les arrêtés de cessibilité pour que l'utilité publique soit réalisée dans son entier. Le juge d'expropriation qui vient d'être saisi le 28 novembre doit rendre des ordonnances pour continuer la procédure. Il va de soi que les paysans retourneront en cassation, car le dossier que ce juge est en train de traiter est d'ores et déjà entaché de vices de forme sur lesquels la Cour de cassation ne s'était pas prononcée. Il est donc très important de dénoncer cette situation. Les pouvoirs publics ont repris une procédure tout en sachant parfaitement qu'en cassation, ils ont des grandes chances de perdre à nouveau. Ou libérés de la cassation, nous sommes passés à plus de 300 ou 400 nouveaux propriétaires sur le Larzac. Donc, les ordonnances que devrait prendre ou que peut ne pas prendre le juge de l'expropriation, parce que ce dossier est entaché de vices de forme, concernent un beaucoup plus grand nombre de propriétaires que lorsque la cassation a tranché. Voilà en ce qui concerne le juridique. Recherche de ses besoins. Grâce au soutien de militaires, en particulier, on peut nommer Antoine Sanguinetti qui est là avec nous, nous avons retravaillé tous les dossiers, étudié les justifications militaires à ce dossier, et malheureusement pour eux, il n'y en a pas. Il n'y a maintenant plus que des justifications économiques, ce que relevait le journaliste du Monde, Jacques Isnard, en disant c'est quand même curieux qu'on ne trouve plus que des justifications économiques à ce projet. Il n'y en a pas parce que depuis longtemps, 2 commissions militaires qui sont venues sur le Larzac sont venues étudier le terrain et ont conclu que ce camp serait inutilisable pour les chars, ce qu'a confirmé encore une délégation de l'état-major qui s'est rendue il y a quelque temps sur le plateau en disant que ce camp serait inutilisable pour des chars. En plus, si l'on sait que tous les chars français sont stationnés dans l'Est, on ne voit pas ce qu'ils viendront faire dans le Sud. Par contre, alors ce que l'on a découvert, et ça on ne le répétera jamais assez, c'est qu'à l'origine de cette extension du camp, il n'y a pas des besoins militaires, mais il y avait des besoins de spéculation foncière de la part de certains personnages haut placés et en très bonne relation avec le ministère de la Défense. Et on peut citer à cette occasion M. de la Malène, M. de Bernis, qui ont acheté à 2 jours d'intervalle en 1966, parce qu'ils avaient de très bons tuyaux sur l'éventuelle possibilité d'un agrandissement du camp militaire, qui ont acheté des terres à très bas prix, qui ont pu, au moins pour le deuxième, M. de Bernis, les revendre à très bon prix. Et ce sont eux qui, d'après ce que l'on peut savoir, ont fait pression sur le secrétaire d'État Fanton à l'époque pour que le projet d'agrandissement soit pris. En tout cas, un général, évidemment, c'est dommage de ne pas pouvoir le nommer, mais il nous a demandé de ne pas le faire, qui est très connu et dont l'autorité ne peut pas être mise en cause, nous a déclaré « J'étais dans le bureau de Debré le jour où Fanton lui a extorqué, c'était son mot, lui a extorqué le projet d'extension du camp. » Donc, intérêt à ce que ça se fasse. Et au niveau des justifications militaires, il faut dire que nous n'avons jamais, mais alors là, jamais vu un dossier militaire concernant l'extension qui soit antérieur à la décision d'étendre le camp. On aimerait quand même bien voir, il me semble, étant donné que nous sommes concernés, voir au moins des dossiers contradictoires au niveau de la défense. Si on veut avoir des discussions sérieuses, on s'appuie sur des documents. Et ce document, il n'a jamais été possible de les avancer, à croire qu'il n'existe pas. De l'autre côté, nous avons fourni des études agricoles
syndicats agricoles, chambres d'agriculture, qui sont descendus jusqu'à la parcelle. Je ne sais pas si vous voyez sur 14 000 hectares le travail que c'est. On aimerait bien qu'en face, on puisse voir quelques documents. Et surtout, quand nous avons, bon, il y a 15 jours, bloqué une délégation du ministère de la Défense, ce colonel en tête, disant ce camp ne peut pas servir pour faire des chars. Je suis dans la délégation des paysans qui participent aux discussions au ministère de la Défense. Il y a 2 ans, en quelque sorte, on avait, je ne veux pas dire une fin de non-recevoir, mais c'était une demi-rencontre qui n'avait pas donné grand-chose. On s'en rend compte, on a parlé de 115 hectares tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, on est là. Hier, on s'est fait expulser par les forces de l'ordre. Et on n'a pas l'intention de repartir chez nous, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Je crois qu'il faut que ça se sache. Et il faut surtout que les gens soient conscients qu'on a l'intention de faire aboutir nos revendications. On a demandé un certain nombre de choses. On tient absolument à rester non violent. Mais il nous semble que la présence de la presse, d'une part, est pour nous le moyen de faire connaître à l'opinion ce que nous vivons et ce que nous demandons. Alors je dirais quand même, et c'est un exemple que nous avons vécu sur le Champ de Mars, qui me paraît important de souligner. On a rencontré, de la part d'un certain nombre de personnes, de l'hostilité, et où des gens sont arrivés en nous disant qu'on était, bon, nous traitant un peu de tous les noms. Et après 3/4 d'heure de discussion avec ces personnes, ces gens, trop heureux de s'être informés, je crois, nous ont pris et nous ont offert ce qu'ils avaient dans leur voiture. Et je peux citer l'exemple d'un homme qui est arrivé très arrogant et qui nous a dit « oui, vous voulez vendre ». Et c'est vrai, les paysans ont demandé à vendre. Et alors, dans la discussion, j'ai dit « oui, monsieur, c'est vrai, des paysans ont demandé à être expropriés par l'armée. Seulement, c'était en 1952. Ils ont écrit des lettres à l'époque au ministère de la Défense. Ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que ces gens-là sont morts et avaient vendu, avant de mourir, leur ferme à d'autres agriculteurs. Alors, il ne faut pas donner de faux arguments. Et c'est pour ça qu'à notre avis, l'information au niveau de l'opinion est quelque chose de capital. Et cette personne dont on a discuté donc pendant 3/4 d'heure m'a pris dans sa voiture, m'a donné un stock de pâtes alimentaires que lui-même fabriquait. Ben, je ne vous cache pas, ça paraît un détail anecdotique, mais quand on se trouve sur le Champ de Mars en plein froid, c'est quelque chose qui vous touche au plus profond des tripes. Et je dirais, bon, on a... Inutile de dire que nous reprenons entièrement à notre compte le texte de ce communiqué. On vient d'apprendre aussi que Thierry Jantet, du bureau du mouvement des radicaux de gauche, vient de nous faire connaître le soutien total aussi du mouvement des radicaux de gauche. D'autres témoignages de soutien. Nous recevions à peu près 100 télégrammes ou lettres de soutien par jour pendant le campement, d'anonymes et puis de personnalités, parmi lesquelles il y a eu